Bienvenue à tous. Dans l'actualité ce soir, de bonnes nouvelles pour l'économie guinéenne. Le chef de mission du Fonds monétaire international annonce plus de 4,5% de croissance attendue en 2014, la reprise des investissements dans le secteur minier et la grande maîtrise de l'inflation. Bientôt la fin du calvaire des usagers du tronçon Conakry-Tanene. Les travaux de réparation des 4 ponts sous le Concouré sont à 80% d'exécution. Et puis à Koba, tenue de la deuxième session du comité de pilotage du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Encore une fois, bonsoir. À l'entame de ce journal, de bonnes nouvelles pour l'économie guinéenne. Plus de 4,5% de croissance sont attendus au cours de cette année 2014. C'est l'annonce faite par le chef de la mission du Fonds monétaire international à sa sortie d'audience que le président de la République lui a accordée ce matin. Le représentant du FMI parle également de la reprise des investissements dans le secteur minier et une grande maîtrise de l'inflation en 2014. Compte rendu d'audience, Mohamed Lamine Souma, Doudou Traoré. L'année 2014 s'annonce avec de très bonnes perspectives pour la Guinée. Des échanges entre le président de la République et la mission périodique du FMI dans notre pays ce jeudi 16 janvier 2014, il ressort des prévisions d'une croissance attendue de plus de 4,5% pour cette année. Mieux, le Fonds monétaire international annonce la reprise des investissements dans le secteur minier. La prévision du gouvernement pour la croissance pour 2014, c'est 4,5,5, ce qui est beaucoup. Ça serait une bonne chose. Aussi, l'inflation devrait continuer à baisser, des investissements publics qu'en 2013. Donc plus de routes, plus d'hôpitaux, plus d'autres actions pour améliorer l'infrastructure du pays. Cette semaine, il y a eu l'installation du Parlement et nous espérons que le débat politique va maintenant changer d'un débat dans la rue comme il a eu lieu en 2013 vers un débat dans le Parlement où il faut l'avoir. Donc nous espérons que ça va donner la possibilité que l'énergie de tout le pays, qui est énorme, qui peut être dirigée maintenant vers le développement. Deuxièmement, nous espérons que les investissements dans le secteur minier vont reprendre progressivement. Il n'y a pas seulement de discussion avec Rio Tinto sur le projet Simandou, mais il y a aussi plusieurs autres projets qui sont en train d'être préparés dans le bauxite et l'alumine. Toutefois, le chef de la mission FMI reconnaît que l'année 2013 n'a pas produit tous les résultats attendus. L'année 2013 a un peu difficile pour la Guinée, c'est clair. Il y a eu le ralentissement des investissements dans le secteur minier. Il y a aussi une situation socio-économique et politique très difficile, ce qui a tombé sur l'activité économique. Donc le taux de croissance a été beaucoup plus bas que nous avions espéré. Une façon de dire que les acquis démocratiques à travers l'installation du Parlement devront être consolidés et jalousement préservés. Également dans l'actualité économique, la poursuite à Conakry des négociations entre le gouvernement, la mission conjointe du FMI et de la Banque mondiale. Hier mercredi, les experts du FMI ont rencontré le gouverneur de la Banque centrale. C'est dans le cadre des mesures et repères liés à la conclusion de la 3e revue du programme guinéen de la facilité élargie de crédit. Le point avec Boubacar Ba. La rencontre du gouverneur de la Banque centrale avec les experts du Fonds monétaire a essentiellement porté sur les réformes engagées dans le cadre du système de paiement, de l'appui au secteur privé, du contrôle de la liquidité bancaire et la stabilité des prix. On a vu des résultats d'un trésor qui a diminué sensiblement, ce qui est une bonne chose pour le budget. Donc aussi les taux d'échange, nous avons passé un peu la revue des derniers développements qui sont aussi positifs. Les questions liées à l'état d'avancement et le démarrage de la cellule nationale de traitement des informations financières chargée de la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux ont été également examinées par les deux parties.
À l'Assemblée nationale, les élections se poursuivent pour meubler les différents postes. Après les présidents des groupes parlementaires, la plénière de cet après-midi a été consacrée à l'élection des membres du bureau exécutif. Explication François Lama. De concertation en concertation, le bureau exécutif de l'Assemblée nationale a été finalement mis en place après 2 séances plénières consécutives. Les 4 vice-présidents, les 4 secrétaires, les 2 questeurs, les présidents des 3 groupes parlementaires et les présidents des 12 commissions techniques de l'Assemblée nationale ont été élus à l'issue d'un scrutin à bulletin secret. Les députés de l'UFR, plus 2 autres partis qui nous ont rejoints, conformément à la loi, si vous avez un groupe de 12 députés, vous pouvez former un groupe parlementaire. Et je crois que cela participe de la pluralité du débat à l'Assemblée nationale. Dans tout ce qui est déjà fait, que ce soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition, nous semblons nous accorder sur le principal. Le principal, c'est quoi? C'est la Guinée d'abord. Je vois que la démocratie est en train de s'instaurer et que le président, notre nouveau président du Parlement est en train de mener à bon port les débats dans un esprit démocratique. Pour le moment, tout semble se dérouler très bien, surtout l'élection du président qui a marqué quand même un mois important pour notre démocratie. Justement, sur les 4 vice-présidences, une revient à l'opposition et les 4 secrétaires, dont une pour l'opposition. Parmi les présidents des commissions techniques de l'Assemblée nationale, l'opposition est également représentée. Après l'installation du bureau exécutif de l'Assemblée nationale, le président de l'institution s'est dit satisfait de l'esprit d'ouverture et de partage qui a caractérisé le scrutin. Voilà l'ensemble du bureau qui est maintenant constitué. Je les félicite chaleureusement et j'espère qu'ensemble, nous allons pouvoir diriger cette institution. Je ferai tout à ce qui me concerne pour faire en sorte que nous décidions ensemble, au nom de l'ensemble des députés, pour l'intérêt du peuple élu. L'honorable Claude Kori Kondiano a par ailleurs tendu la main à l'opposition pour relever le défi du développement, mais aussi de la qualification des activités de l'Assemblée nationale. Je souhaite que le débat politique de cette Assemblée et partout ailleurs dans notre pays soit exclusivement constructif. Cela peut être possible si nous nous donnons la peine de capter tout ce qui pourrait diviser notre nation et donner la priorité à ce qui pourrait nous rassembler. Contribution au développement des connaissances technologiques et endogènes, le thème était au centre des journées scientifiques organisées à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Pendant 3 jours, d'éminents chercheurs ont partagé leur expérience sur le développement scientifique en Guinée. Habib Kiam, Cheikh Mabil Tsila. Contribution aux connaissances et technologies endogènes, tel est le thème central de ces journées scientifiques, des journées à l'initiative de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Cette édition, après celle de 2012, voudrait lancer le débat crucial du passage de la production des résultats de recherche et des innovations à leur valorisation par le secteur de l'industrie et autres entreprises de production des biens et services pour l'amélioration des capacités endogènes de contribution au bien-être des populations. 3 jours pour 26 conférences et communications sur des sujets comme la problématique du VIH-Sida, le paludisme, la césarienne, la malnutrition ou encore les problèmes énergétiques. Des défis qui appellent à une plus grande action en faveur de la recherche scientifique en Guinée. Qui du développement dit forcément recherche. Pour devenir compétitif, notre pays n'a d'autre choix que de supporter la recherche universitaire en lui octroyant des équipements adéquats, des moyens financiers suffisants. Autrement, l'université ne peut et ne pourra être un vecteur de développement socio-économique. Un véritable cadre d'échange entre des spécialistes de la médecine traditionnelle et moderne du pays. Ce qui m'a particulièrement marqué au cours de ces journées, c'est l'engouement qu'ont les chercheurs
de vouloir faire de la recherche, de s'investir dans le développement et la vulgarisation de nos ressources endogènes. L'année dernière, nous étions là. Cette année encore, nous sommes là. Et le nombre de communications a chuté. Parce que les scientifiques évoluent en solo, chacun de ses propres moyens. Pour soutenir le programme, MTN Guinée lance le premier centre de formation et de multisimulation à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Autre cadre, autre rencontre, le directeur national de l'enseignement technique professionnel privé a échangé avec les responsables de ces différents instituts dans une université de la place. Objectif, débattre des difficultés en vue de trouver des solutions et des stratégies à mener pour la bonne gestion d'une école professionnelle. Des précisions avec Moussa Bangoura. Cette rencontre a porté sur plusieurs questions, entre autres la base de données pour l'immatriculation et le suivi des étudiants, l'uniformisation des tenues, le respect du cahier de charge, la formation des enseignants et l'orientation des étudiants. Cette année, nous avons prévu les problèmes récurrents qui constituent l'essentiel du fonctionnement de notre direction et de l'amélioration de la qualité de la formation dans les institutions de formation professionnelle et technique privées. Nous pensons qu'avec la mise en place de la nouvelle administration, de la nouvelle assemblée, nous pensons que tout va rentrer en ordre parce que nous sommes assez confiants que nos préoccupations vont tomber dans nos bonnes oreilles. La PEP, Association des promoteurs de l'enseignement technique privé, soutient cette démarche qui pour elle permet de mieux qualifier l'enseignement professionnel. Ce genre de rencontre est à encourager parce que nous sommes avec le ministère, ils se soucient de nos problèmes et avec eux on a tendance vraiment à trouver des solutions à nos problèmes. Pour le suivi de la qualité de l'enseignement dans les écoles techniques et professionnelles privées, une mission se rendra dans les 5 communes de la capitale pour recenser toutes les écoles professionnelles en situation irrégulière. Fait de société à Conakry, la construction des écoles aux abords des routes prend de plus en plus de l'ampleur. Pourtant, le phénomène est lié à d'énormes risques, notamment les accidents de la circulation et la perturbation des cours par les bruits ambiants. Dans certaines écoles, par contre, des dispositions sont prises pour réduire ces risques. Hadia Toubari, Francis Collier. Ils sont nombreux les établissements scolaires situés au bord de la route. Pour accéder à ces écoles, les élèves sont obligés de traverser les autoroutes. À chaque traversée des élèves, les responsables arrêtent les voitures. Une mesure pour éviter les accidents, mais elle ne rassure pas. Très souvent, les matins, les maîtres de semaine s'organisent de telle sorte que pour la traversée des enfants, il y a toujours un qui est juste en face du portail. Et la boutique qui fait face, il y a un autre qui s'arrête là-bas pour signaler le passage et faire traverser les enfants. Il y a 2 ans maintenant à peu près, on a été inquiété effectivement. L'accident n'était pas si grave parce que l'enfant n'a eu que de contusions, je m'excuse. Et pratiquement à part ça, il n'y a pas eu d'autres accidents. Au-delà de ces risques d'accident, il y a aussi le bruit des passants et des véhicules. Avec l'emplacement de l'école au bord de la route, nous rencontrons parfois des perturbations avec le klaxonnement des voitures, avec les bruits qui sont là. Nous rencontrons parfois des difficultés parce que pendant les cours, les heures de cours, et que les élèves sont vraiment concentrés en suivant les explications du professeur et nous parvenons à attendre les klaxonnements des véhicules, ça peut nous amener, ça peut nous désorienter. Au dit des observateurs, pour mieux sécuriser les élèves, le ministère de l'enseignement doit veiller sur l'emplacement des écoles privées qui poussent aujourd'hui comme des champignons. Bientôt le lancement du recensement biométrique des fonctionnaires et contractuels de la fonction publique. L'exécution du projet est désormais confiée à la société Innovat ID suite à un appel d'offres international. Pour la réussite du projet, près de 80 directeurs des ressources humaines sont en formation. Une action gouvernementale appuyée par la Banque mondiale. Nous Diallo, reportage. Près de 80 directeurs des ressources humaines ont pris part à ces assises de 2 jours. L'initiative vise à former ces DRH sur la gestion de l'ensemble du processus de recensement biométrique et l'identification de tous les fonctionnaires afin de procéder à la validation du fichier de la fonction publique. À en croire les responsables de la société Innovatel ID,
adjudicatrice du marché, 70% du travail préparatoire sera fait par les directeurs des ressources humaines. Il s'agit de la constitution des dossiers et le remplissage de la fiche de recensement biométrique. À l'issue du recensement, toutes les fiches qu'on va donc remettre aux fonctionnaires qui seront renseignés vont passer dans un atelier de numérisation et à la suite de cet atelier, une base de données temporaire sera mise en place. La deuxième phase qui va donc permettre d'aller identifier les fonctionnaires de manière biométrique. Selon les cadres du département du travail et de la fonction publique, cette opération n'est pas une chasse aux sorcières, mais plutôt un moyen sûr pour contrôler la masse salariale et la bonne gestion des plans de carrière. Nous avons déjà fait plusieurs tests pilotes. Nous pensons que le démarrage va être assez rapide. Quand la date sera connue, nous vous ferons savoir. Pour l'instant, nous sommes en train de corriger. La nouveauté cette fois-ci, c'est que nous avons l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Donc c'est avec eux que nous collaborons. Nous pensons pouvoir aller très rapidement, très vite vers l'opération sur le terrain, mais nous ne voulons pas tout simplement aller sur le terrain pour compter un certain nombre de personnes comme ça a été le cas pendant les recensements précédents. Le démarrage de ce recensement biométrique se fera sur toute l'étendue du territoire national pour le bien de l'ensemble des fonctionnaires de l'État. Autre formation, cette fois-ci des membres de l'association Guinée en mouvement. Elle s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme de volontariat et de bénévolat engagé par le PNUD. Une initiative qui vise à amener les jeunes des pays sous-développés à se prendre en charge et à mieux se rapprocher des bailleurs de fonds. Abdoulaye Diallo. Les membres de l'association Guinée en mouvement se retrouvent pour partager les idées et expériences liées aux questions de développement. Il s'agit de la technique de montage des projets, de la communication sur la vie associative et le leadership. La démarche vise à amener la jeunesse guinéenne à se prendre en charge et à mieux se rapprocher des bailleurs de fonds. La jeunesse guinéenne, particulièrement la jeunesse de Guinée en mouvement, a besoin d'être formée, de savoir ce qu'il faut faire. Il faut la formation, même si on est diplômé, mais si on n'est pas formé, donc on ne peut pas satisfaire nos besoins. Donc c'est important, comme on en a besoin, on doit être formé pour pouvoir surmonter nos difficultés. Les participants se familiarisent avec les voies et moyens disponibles pour atteindre l'objectif visé, celui de s'impliquer dans le processus de développement du pays. C'est un programme de bénévolat et de volontariat offert et exécuté par le PNUD en faveur des pays sous-développés. Les associations individuellement peuvent exprimer leurs besoins et c'est ce qui fait que l'association de la Guinée en mouvement a souhaité qu'il serait utile de nous inviter à venir nous entretenir avec eux pour pouvoir définir un plan de travail sur lequel on peut effectivement les accompagner à réussir leur objectif. L'association Guinée en mouvement se fixe pour mission de prendre en charge les jeunes tout en leur offrant des emplois décents. De nos jours, plusieurs ONG tissent des partenariats fructueux avec cette association. En agriculture tenue à Koba, dans la préfecture de Bofa, de la deuxième session du comité de pilotage du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. À la fin des travaux, les participants ont visité les essais du centre sémencier de Koba et les parcelles de production de semences. Ce projet vise à augmenter le rendement en octroyant aux paysans sémenciers des variétés améliorées et des technologies d'intensification risicole. Camara Fodi. Sur les rives du lac, Koba offre aux participants de la deuxième session du comité de pilotage son visage de grenier du littoral. Ici, grâce à la professionnalisation amorcée par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, le chiffre d'affaires de la coopérative des producteurs sémenciers de Koba est en pleine croissance. De 6 hectares mis en valeur l'année dernière et commercialisé à 4 000 francs guinéens le kilogramme, cette coopérative a cultivé cette année 23 hectares de semences de riz. Nous avons repris la fonctionnalité au niveau des centres semenciers de Koba, de Kilissi, de Bordeaux. L'année dernière, on a pu produire près de 1300 tonnes de semences de riz certifiées. Et au dire des chefs de centres semenciers, c'était pour la première fois qu'on arrivait à stocker une telle quantité de semences de riz dans des sacs labellisés du WAP. Le
Le WAP, programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, renforce aussi les capacités opérationnelles de l'IRAG, Institut de recherche agronomique de Guinée. Ceci par la sélection et l'adoption des variétés améliorées et la promotion des technologies innovantes comme le SRI, le système intensif de riziculture. C'est l'occasion de rappeler que lors de la dernière rencontre au niveau régional à Ouagadougou, à mi-novembre exactement, le projet dans sa partie guinéenne a reçu un prix qui est venu récompenser ses efforts dans l'exécution des différentes composantes sur le terrain. Je crois que donc globalement on peut être satisfait de ce que nous voyons sur le terrain. Après avoir dressé le bilan de l'année 2013, bouclé avec une production de plus de 2500 tonnes de semences de riz, la deuxième session du comité de pilotage du programme de productivité agricole a affiché son plan d'action pour 2014, à savoir la réalisation des travaux de réhabilitation des infrastructures et équipements de recherche, la formation sur le leadership féminin et la poursuite de la recherche sur la chenille urticante. À Dubrika, les travaux de rénovation des 4 ponts de Tanéné évoluent à la satisfaction générale des usagers de cette route nationale. Confiés à une entreprise locale avec un financement du gouvernement guinéen, les travaux sont à 80% de réalisation. Abdul Aziz Baldé, reportage. Ouf de soulagement pour les populations de Tanéné, le pont 4, principal ouvrage qui relie Conakry à cette localité, est en phase de rénovation. Le chantier est confié à l'entreprise locale Metal Plus avec l'appui de la compagnie russale Frigia. Après 3 semaines de travaux sur le terrain, le résultat se révèle satisfaisant. Pour le petit temps qu'ils ont fait ici, ils ont fait le travail qu'on a demandé sur les règles là. Et ce bref délai nous a permis vraiment de faire tout le nécessaire. Financé par le gouvernement guinéen à travers le ministère des Travaux publics, le 4 ponts joue un rôle déterminant dans le développement de la sous-préfecture de Tanéné. Nous sommes là pour la rénovation totale des 4 ponts entiers, c'est-à-dire le changement des ourdis qui sont datés, puis remplacer complètement, faire en sorte que les 4 ponts soient stables. Cette action du chef de l'État s'inscrit dans sa politique de désenclavement du pays. Et puis, arrestation d'un présumé malfrat pour détention illégale d'armes. C'est un coup de filet réussi de l'escadron mobile de la gendarmerie numéro 1 de Kaloum, compte rendu à la Diaby. Hamza Bari, alias Ordi, est âgé d'une 50aine d'années. Il a été arrêté par un détachement de l'escadron de la gendarmerie mobile numéro 1 de Kaloum, basé à Dixine. Il était en possession d'un pistolet automatique de fabrication tchèque garni de 6 cartouches. Dans la nuit du 12 au 13 janvier, nos hommes ont interpellé un monsieur qui était assis dans un café aux environs de 2 heures du matin. Quand il a aperçu les hommes, il avait un sac noir que vous verrez ici tout à l'heure. Il a voulu foutre sa main dans le sac, mais ils ont réussi à le maîtriser ainsi. Aussitôt l'arme est tombée. Ils ont ramassé l'arme. Le dimanche matin, je l'ai obtenu le soir. Et j'avais l'intention même de partir au Bellevue, de rond-point de la Bellevue, pour déposer ce arme aux autorités là-bas. Parce que je me connais avec des agents qui sont là-bas. Cette arrestation vient encore relancer la problématique de la circulation illicite des armes légères à Conakry. Le haut commandement de la gendarmerie nationale invite les populations à la responsabilité citoyenne. Le haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, met en garde les personnes détenant des armes de guerre à leur domicile de les déposer à un service de sécurité proche et promet une récompense à toute personne de bonne volonté qui déposerait une arme détenue illégalement dans son domicile. Pour l'heure, Hamza Bari est en détention préventive à l'escadron de la gendarmerie mobile numéro 1 de Kaloum pour approfondir les enquêtes.
Religion, le Mawloud, ou la fête anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, a été célébrée par la communauté musulmane de Guinée. À Diassoumana, dans la préfecture de Kankan, cette fête a été rehaussée de la présence de Congolais, Cheikh Abdul Majid, invité par les fidèles musulmans de la localité. Ousmane Bangoura nous fait le point. Cet imposant carnaval ici à Kankan a été le début de cette fête commémorative du Mawlud, date anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Nous sommes dans le district de Diassoumana, situé à 28 km de Kankanville. Ici, la célébration de cette valeureuse nuit a été un enseignement sur l'islam avec la présence de Cheikh Abdul Majid. Dieu dit dans le Coran, Walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu nasa hatta yakunu mu'minin. Si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait de tout ce qui existe sur la terre des croyants. Dieu n'a contré personne. Dieu a laissé l'être humain libre de choisir entre croire ou ne pas croire. Parce que Dieu a créé l'homme, l'a doté d'un esprit libre. Celui qui impose l'islam par la force ne connaît pas l'islam. Non seulement il ne connaît pas l'islam, mais il fait du tort à l'islam. Parce que l'islam, on ne l'impose pas. Ici, plus de 200 000 fidèles musulmans venus de partout ont consacré cette nuit à faire des invocations soutenues par des cantiques religieux. Un moment fort de méditation et de prière. Quand Dieu donne, c'est donné. Ça, c'est le bon Dieu qui nous a donné cette occasion, cette opportunité-là. Donc vraiment, on va la saisir, on l'a saisie déjà, pour l'implorer, le créateur des créatures, de nous pardonner, de pardonner le peuple de Guinée. Qui est là, le froid qu'il fait pour eux, mais ils sont là, ils attendent. Pourquoi? Pour notre religion, la belle religion, la religion musulmane. En tant qu'invité de marque, Khadja Mariam Al-Islam Baldé est passée de porte à porte pour inviter la population à cultiver la paix. Elle s'est aussi entretenue avec l'érudit et le grand imam sur les possibilités de maintien de l'unité nationale. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi et excellente suite au programme télévisé. Thank you.